Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show pour le 138e hebdomadaire. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, Mika, mais c'est pour la bonne cause, donc on t'en veut pas. J'espère que le son il est correct. En tout cas, c'est marrant. Je disais à Mika qu'il y a des vidéos où il est quand même joufflu et moi je suis assez joue creuse. Et là, c'est vraiment l'inverse. Et on Ah, sent là, que je le suis... combat il approche. Ouais, là, clairement, hein, franchement, bah, hier, en vrai, c'est presque, j'ai envie de dire ailleurs, tu vois, tout est fait, tu connais, à 2 semaines, en réalité, t'es prêt. Et donc, tout roule, et voilà, cette semaine dernière, entre guillemets, dernière semaine de glisse. Et après, voilà, c'est la Fight Week, donc la Fight Week, tout le monde connaît, c'est une semaine au repos, en réalité, Ouais, pour nous, hein. C'est pas la semaine effectivement. la plus dure, hein, la Je Fight Week, hein. je vais te poser quelques questions et comme ça tu nous en diras un petit peu plus sur ton training camp. Avant ça, quand même, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et voilà, installez-vous confortablement. On va revenir sur l'actualité, le main event entre Carlos Pratas et Yann Gary. Il y a eu l'officialisation de Max Holloway contre Poirier, Kamaru Usman contre Joaquin Buckley et on va dire la presque officialisation de Duplessis contre Hamzat. Mika, on va démarrer par toi. Ouais, et il y a même eu John Jones contre, As final. contre Aspinal. Et je vais faire un petit retour aussi sur les événements français. Je vais le faire vite Mhm. fait en débrief sur les événements français qui sont passés quand même, parce que, il y a des prestations de français sur lesquelles j'aimerais revenir qui m'ont fait kiffer. Donc, je vais revenir là-dessus. Et voilà. Mika, déjà, ma première question, c'est pour toi. Où est-ce que tu en es exactement? Bon, tu l'as dit, on a 2 semaines, quasiment tout est bouclé. Mais est-ce que tu peux un peu revenir sur ta prépa et comment est-ce que s'est passé? Bah, franchement, la prépa, elle a été un peu dure dans le sens où j'ai vraiment été à 100% dans la prépa. J'ai eu un rythme d'entraînement de ouf. J'ai eu des partenaires d'entraînement de très haute qualité. Après, sur la prépa, bah, je me suis entouré des meilleurs, hein. Je suis parti faire toutes les sections MMA sparring enfin sparring et thème avec Nicolas Haute pour tout ce qui est MMA. La lutte avec Maxime François, j'ai pas changé l'équipe. J'ai fait tout le sol à la MK Team comme d'hab avec Olivier et Flo. Le pied-point avec Reda Ougdou, sauf que j'ai rajouté des sparring chez Mamoudi Gym Mhm. et franchement, ça aussi, c'est incroyable. Le niveau qu'ils ont en termes de compétiteurs là-bas, c'est ouf. Euh, Ensuite, la préparation physique avec Sébastien Charter. Tout ça en perdant le poids proprement. Franchement, ça, c'est peut-être le truc dont je suis le plus content parce que ça descend bien. Comme quoi, quand on fait les choses à 100% et qu'on Mhm. travaille pas à côté, c'est quand même plus facile. Et là, bah, j'ai pas envie de dire de bêtises, pas d'intox non plus, mais la réalité, c'est que je suis vraiment dans la forme de ma vie et carrément, je pourrais être prêt pour combattre ce samedi. Ça veut dire que même en termes de poids, j'ai un peu d'avance sur mon calendrier et ça, c'est un vrai combat de gagner en réalité, parce que cette semaine, je vais pouvoir faire que de m'entraîner sans forcément penser au régime ni autre. Donc, tous les indicateurs sont ouverts et voilà, bah, c'est cool, hein. Comme Mais je te du dis, coup, ouais, c'est vraiment cool. on est à 2 semaines. Là, on est ouais, il est minuit, lundi 28. L'événement, c'est samedi 10. Et quand est-ce qu'il va se faire le départ vers Lyon? Moi, je partirai le plus tard possible. Je partirai le jeudi matin. En gros, c'est le jeudi où on arrive. Ouais, J'arriverai le jeudi ok. vers La veille midi de la treize pesée? heures. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais faire toute signature de poster et tout et tout. Comme ça, la journée, elle passe vite. Et après, le soir, bah, vers 20h, 20h30, je vais commencer à attaquer le cutting. Et ensuite, le vendredi matin, la pesée. Puis après, tout va s'enchaîner très vite. Mais en fait, comme ça me permet, moi, d'avoir mon lundi, mardi, mercredi sur Paris et d'avoir mes rituels, etc. Et je préfère. En plus, j'ai tout mon staff, tout le collectif qui est là, des gens qui sont bienveillants avec moi et tout. Donc, non, je préfère. Franchement, c'est top. Et dis-moi une petite question par rapport à Milayu, parce qu'il y a quelques mois, tu as combattu contre Romain Desbiènes. Tu savais qu'il avait, on va dire, la possibilité de te connecter, parce qu'on sait qu'il a, comme tu l'as dit, son fight IQ, c'était pas le domaine où voilà, mais il avait quand même une force de frappe, voilà, assez forte. C'est quoi, selon toi, les points forts d'Amina Ayoub, en tout cas, là où tu vas, on va dire, être assez vigilant? Bah, le point fort d'Amine, c'est que c'est un diesel qui lâche rien et il met du volume. C'est vraiment ses points forts, c'est qu'il lâche rien.
C'est quelqu'un qui, même quand il est vachement abîmé, on l'a vu contre Damien Lapillus, il veut continuer à aller au front, il prend les coups, il prend des coups durs, il tombe pas et il met beaucoup de volume. Je pense que c'est ses qualités premières d'ailleurs, c'est même ses principales qualités et c'est ce qu'il faudra respecter dans le combat. Mais voilà, je connais Amin Ayoub, je connais plus ou moins ce qu'il sait faire. Après, comme je dis toujours, un combat, il se fait évidemment un peu sur les qualités de l'autre, mais il faut avant tout miser sur ce dont on est sûr à 100%, et ce dont on est sûr à 100%, c'est nous. Donc, c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on est capable de faire dans la cage. Et donc, du coup, bah, j'ai plutôt basé aujourd'hui ma stratégie sur ce que je savais faire et ce que je suis en mesure de reproduire dans une cage. Donc, je suis plutôt confiant. Et après, il n'y a qu'une vérité, ça sera celle du 10 mai dans la cage. Et en tout cas, j'espère vous offrir une belle victoire. Et ensuite, la soirée se prolongera. Donc, déjà sur cette carte, il y aura des beaux combats parce que on a le retour d'Alioune Naï. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un combattant exceptionnel. Chez les jeunes qui arrivent, il y a Bako. Il y a aussi le petit prodige de la Hatch Academy. Seul Sur la Kaushal. même carte, ouais, c'est ça. Sur la même carte, on va avoir aussi Aïmargui qui est redoutable. Et Et d'ailleurs, il y a évidemment, eu un Saladin Parnasse. changement. Exactement, Parnasse qui reprend Marianne et Aïmar qui prend l'adversaire qui devait prendre Jean-Bief. Donc pour Aïmar, normalement, c'est tout droit. C'est un combat dans lequel, normalement, il va vraiment briller. Et Saladin, c'est un combat, attention, hein, l'autre, il est très fort en pied-point et on va voir ce que ça donne. Et après, le même soir, ça risque d'être une soirée historique pour le MMA français, parce qu'on a Manon Fiorot qui peut aller chercher cette fameuse ceinture qu'on n'a Ouais. jamais eue en France. Et j'espère, enfin, Cyril Gane l'a ramenée en intérim, mais elle peut avoir la vraie ceinture, entre Undisputed, guillemets, ouais. et ouais, face à une légende, hein, Shevchenko, peut-être la plus grande légende féminine du MMA. Donc Manon Fiorot, tout droit pour marquer l'histoire du MMA à vie. Donc soirée exceptionnelle qu'on Et va vivre. avec le retour de Benoît Saint-Denis sur la même carte, le soir même. Exactement, j'oubliais Benoît Saint-Denis en plus qui s'entraîne aussi avec Nicolas Haute. Donc non, non, gros week-end et après tout le mois de mai, ça va être incroyable. Et j'ai reçu Wissem et Delphine, ben, d'ailleurs, avec qui tu partages les tapis. Vu que vous êtes quasiment tous sur la même Fight Week, enfin, vous combattez tous à approximativement à la même date, donc j'imagine que le camp, il a dû être, ça a dû bien se passer aussi, il a dû avoir une bonne ambiance. Bah, après, bonne ambiance, tu sais, quand tu es en sparring, ça reste des sparring durs. Avec Nico, les sparring, comme je dis, c'est les sparring MMA. Là, on n'est pas trop sur les sparring à thème, hein. Le lundi, c'est vraiment sparring Les compétiteur avec mises, opposition. mises de gants, ouais. Ouais, Test match plutôt, je voulais dire, ouais. ouais, il n'y a pas que des test matchs, des fois c'est des sparring, mais ça reste des sparring qui sont durs. Tu as des gars comme Baki à 77 qui préparent un combat, Delphine, tu as Eli aussi qui est très solide, tu as Wissem, tu as évidemment Benoît Saint-Denis, tu as Nassourdine qui est là. Attention, hein, tu as des combattants aussi, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont pas forcément, Mhm. ils veulent pas forcément qu'on mette la lumière sur eux, mais qui sont très forts, redoutables. Et, euh, et d'ailleurs, il y en a un qui s'est illustré ce week-end à l'Hexagone MMA. C'est un petit jeune, mais voilà, c'est des mecs qui ont la dalle et quand ils viennent à l'entraînement, c'est dur, quoi. Enfin, les mecs ont faim. Et ça fait plaisir d'avoir un niveau d'adversité comme ça et une qualité de sparring comme ça. Et comme tu as dit, la chance que j'ai, c'est qu'en réalité, tout le monde est plus ou moins au même pic de forme parce qu'on combat tous au même moment. Et Ouais. ça, c'est archi intéressant. Ah ben, Mika, écoute, top, en tout cas, on te souhaite une bonne fin de prépa. On voit que, comme t'as dit, tous les voyants, ils sont verts, on te voit en forme, on te voit, t'as pris du muscle, franchement. Moi, Tu vois? je t'ai jamais vu aussi en forme physiquement. C'est vrai qu'à l'époque, Bah, même quand je te voyais au M1, je te voyais ouais, affûté, mais c'est vrai que là, généralement, t'as passé un cap, en termes de prépa physique. ouais, j'ai passé un cap. Après, il y a aussi, peut-être, j'utilise un peu mieux les technologies et tout. Tu vois, maintenant, il y a des machines qui te permettent de vraiment tester aussi ton hydratation, de regarder à combien tu as ta masse musculaire et tout. Et donc, du coup, ça me permet aussi de caler bien mes régimes, de bien réadapter à chaque fois. Mhm. Et en fait, à chaque fois, là, je vois, tu vois, grâce à ça, j'ai bien vu que j'ai perdu que de la graisse, j'ai pas perdu de muscle. Ça, c'était une erreur que Ouais. je faisais avant de perdre du muscle et que je suis toujours super bien hydraté. Donc, tu vois, même pour le cutting, je sais que je vais perdre les 6 kilos qui me restent, les 6 kilos d'eau, je vais les perdre super facilement, tu vois. Donc, franchement, tous les indicateurs sont ouverts, je suis au top. Bah top, Mika. Je vais te laisser revenir sur le débrief. Je pense que c'est l'Hexagone que tu voulais débriefer.
Ouais, je vais revenir. Bah, si tu me permets, je reviens d'abord sur les deux hexagones. On en a loupé deux, donc comme l'a dit AB, c'est un peu lié à ma Ouais. préparation. Je reviens sur l'hexagone qui s'est déroulé en Hongrie. À Győr, c'était l'hexagone numéro 26. On avait trois Français qui se sont illustrés. Alexis Fontes qui a fait un combat face à Adam Horvat et qui est parti chercher une soumission après un début de combat difficile dans lequel il s'est fait toucher. On le sait, Alexis Fontes, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément les coups. Et au début, il s'est durement fait toucher et j'ai eu un peu peur pour lui. Et au final, au mental, il n'a rien lâché et il est reparti chercher sa victoire en faisant un beau finish avec cette Euh, soumission. Juste, c'était un hexagone en Hongrie, hein, c'est bien ça, parce que Ouais, moi, exactement, c'est ça. l'événement, il m'est vraiment passé sous le nez, hein. Bah, en fait, il n'y avait pas beaucoup de Français, mais c'était un événement en Hongrie. Ok. Et en tout cas, félicitations à Alexis Fontes qui signe un combat, un beau combat, un beau retour, une belle victoire. Donc, je lui souhaite de continuer comme ça. Ensuite, il y avait Alix Jean-Guillaume. Je parle souvent de lui puisque Alix, c'est quelqu'un qui a une carrière un peu en dents de scie, mais qui a un palmarès de 8-8. Donc, ça peut prêter, tu sais, pour beaucoup, on le catalogue comme quelqu'un, bon, bah vas-y, pas terrible et tout. Mais en fait, quand tu regardes un peu plus en détail son palmarès, tu te rends compte que bah, il a commencé sur 5 défaites ou 6 défaites consécutives. Et grosso modo, sur ses derniers combats, bah, il est sur 8 victoires pour 3 défaites. Donc déjà, son palmarès, il est plutôt positif. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, malgré son âge, etc., c'est pas quelqu'un qui ira à l'UFC, on va pas se mentir, mais c'est quelqu'un qui continue à progresser. Il a 37 ans et il fait des performances de plus en plus intéressantes. Donc je lui tire mon chapeau juste pour ça et félicitations à lui. Ensuite, on avait le main event, Mikel Adjarouche contre Romero dos Reis, un Brésilien. Bah, Michael Adjarouche qui a été un peu malheureusement transparent dans ce combat. Je pense que il a voulu gérer un peu le combat parce que physiquement on le sentait meilleur, peut-être plus puissant, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'était une mauvaise stratégie parce que son adversaire, il a mis un rythme de ouf du premier au cinquième round. Et même moi, j'ai été bluffé dans le sens où j'aurais pas pensé que son adversaire pouvait tenir le rythme. Et il l'a tenu. Alors la décision, elle a été transformée en no contest parce que je crois qu'au quatrième round ou au cinquième, je sais plus, il y a Michael Adjarouch qui met un petit coup de pied dans les côtes à son adversaire. Et en fait, je sais pas pourquoi l'arbitre dit à Michael Adjarouch qu'il n'a pas le droit de faire ça, tu vois. En fait, Chose que c'est le Brésilien qui se plaint. non, 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 je l'ai commenté Ok, l'événement. Non, ok. en fait, c'est le Brésilien, c'est l'adversaire, c'est l'arbitre qui dit à Michael Adjarouj, en gros, t'as pas le droit de mettre ce coup de pied, attention à toi. Et le Brésilien, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait genre, il a mal, tu vois, pour souffler. Ok. Et en fait, il se réfugie derrière ça, le Brésilien, pour récupérer une bonne minute de pause. Mais le coup, en réalité, il met pas KO, tu vois, c'est juste que le Brésilien, il voulait souffler. Et d'un côté, tant mieux pour Mickaël parce que ça lui permet de retourner la décision en no contest. Mais attention à lui, ça doit être un combat dans lequel il doit tirer des leçons parce que la réalité, c'est que le coup en lui-même, c'est pas un coup qui a mis KO son adversaire, c'est effectivement un coup qui était légal et l'arbitre n'aurait jamais dû intervenir. Mais si l'arbitre n'était pas intervenu, le Brésilien aurait continué de combattre. C'est juste que bah, lui, il a voulu faire du vice et bah, voilà, ça se retourne contre eux et tant pis pour eux. Et tant mieux pour Al Rouge. Mais attention, Al Rouge va devoir faire mieux. Comme tu l'avais dit, toi en plus, comme si tu l'avais senti, moi je disais qu'il était aux portes de l'UFC, etc., que c'était un combat qui allait être plutôt facile pour lui au vu en fait, au vu de la différence de classement des deux, et au final, on s'aperçoit que même des mecs qui sont derrière lui, bah, quand on rentre pas bien dans ce combat, bah, on se fait, Ouais. on se fait tordre, quoi. Mais Et toi, tu l'avais senti en disant attention, arrêtez de dire aux portes de l'UFC à chaque fois. Et c'est une réalité. Donc, beaucoup de travail pour Al Rouge et peut-être que ça va être un petit détour dans sa carrière, mais voilà, ça va lui permettre de mieux préparer ouais. avec son coin ses prochaines échéances. Ouais, forcément, je pense qu'il y a deux leçons à tirer, une pour le combattant et une pour l'organisation. Bah déjà, soyons honnêtes, le Brésilien, ça c'est un peu la filière brésilienne, hein, même on reproche exactement la même chose à Ares, c'est que c'est des Brésiliens qui sortent de nulle part, qui ont jamais combattu dans l'organisation et qui arrivent, qui font une ceinture. Donc en fait, lorsque c'est un combat franco-français ou un combat franco-anglais, mais que
l'adversaire il est déjà dans l'organisation, tu vois, ça a du sens. Mais ramener un Brésilien, en plus c'est la deuxième fois parce que sa première défense de titre c'était contre un autre Brésilien. Il gagne par KO. Là, on va dire que bah, clairement il a perdu, même si la décision elle a été transformée en no contest. Donc ça dévalorise en fait même l'enjeu du titre. Surtout quand t'es un Brésilien ou même un étranger hein, qui sort de nulle part, qui a jamais combattu dans l'orgueil, qui arrive directement pour la ceinture. Donc tu sais, je pense que ça dévalorise un petit peu l'organisation. Et bah, pour Michael Aljarouche, pareil, lorsque ça crie un petit peu à tout va au port de l'UFC, et lorsqu'on regardait et qu'on a épluché son tapologie, on s'était rendu compte que son adversaire le plus coriace, c'était Izuba Boarsa, qui a lui fait peut-être 90% de Pancras à l'époque du 100% Fight. Donc voilà, je sais qu'il a un très beau potentiel, mais comme tu as dit, il va falloir qu'il prépare mieux ses combats et qu'il aille peut-être chercher d'autres sparring qui vont pouvoir, on va dire, lui élever son niveau de jeu. En tout cas, voilà, on doute pas de lui qu'il a un beau potentiel, mais maintenant, comme je dis, on a tendance, hein, que ce soit les combattants, la CRMMA ou même les médias à utiliser le mot crack au port de l'UFC assez facilement. Mais il y a une réalité, hein, comme tu le dis souvent, c'est les classements, c'est Fight Matrix et c'est aussi le niveau d'adversité en fait qui font que bah, qui vont montrer si oui ou non on a le niveau pour accéder voilà à l'étape suivante. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Et donc il y avait ouais. Assez d'accord avec toi. Ensuite, il y avait un hexagone ce week-end. Cette fois-ci, c'était à Lille. Je ne vais pas revenir sur toutes les performances, je vais revenir très, très brièvement. Un peu déçu par la performance d'Alan Landouzi, même totalement déçu par sa performance. J'ai trouvé qu'il a fait exactement les mêmes erreurs que contre Paul-Denis Navarro. Et au final, je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes encore dans son jeu. Et j'ai été franchement déçu hein, de sa performance. Maintenant, ça reste un combattant qui a du cœur, qui met beaucoup d'engagement dans ses combats, qui met beaucoup de force, etc. Mais ouais, je pense qu'il faut faire attention à repartir au travail sérieusement et reprendre un peu de sérieux dans son travail et peut-être améliorer aussi son striking. Je pense que ça lui fait défaut. Et Ensuite, on a ouais. Maxime. Ouais, vas-y, Non, dis-moi. non, je te laisse continuer. Ensuite, on a Arnaud Prigent. Bah, lui, vraiment, pour le coup, très prometteur. Il fait ses débuts pro parfait. Parfait, solide, très fort. Il m'a impressionné. C'était son deuxième combat d'ailleurs, pardon. Et il est désormais à 2-0. Il avait commenté au COF, il me semble. Samba Sima, bah, alors lui, juste incroyable. Ouais. Franchement, performance incroyable, gestion de ouf. L'adversaire en face, il n'était pas simple. De toute manière, on ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas pu s'exprimer. Moi, ce qui m'a choqué dans la performance de Samba Sima, c'est sa gestion des distances. Je sais pas si on se rend compte, mais il a une facilité à gérer les distances qui est juste incroyable. Le fait qu'il ait tapé low kick, ensuite middle et high kick, je sais pas si on se rend compte aussi de l'intelligence, mais il a mis en incertitude son adversaire. Donc félicitations à lui et franchement, juste Et, bravo et et hâte ouais, de le revoir dans la cage. c'est vrai qu'on parlait à un moment donné, tu sais, on va dire du MMA, mais dans sa technique, et on parlait beaucoup de l'incertitude, que ce soit pour la lutte ou pour le striking. Et quand on parle d'incertitude et qu'on parle de l'aspect striking, c'est exactement ce qu'il a fait. Il chute en bas, donc il envoie l'information de la douleur sur les jambes. Deuxième information, il l'envoie au middle et ça fait que son adversaire il est touché, il recule et il protège le corps. On oublie la tête et il remonte sur un high kick. Donc franchement pour des débuts pro c'est magnifique, c'est une masterclass. Maintenant on attend de le voir évoluer, de prendre des tests et surtout de ne pas se cramer et d'y aller crescendo. En tout cas un big up à Malik Tilla qui l'a formé qui depuis ses débuts dans les sports de combat et même j'avais commenté quelques élèves à lui sur le Muay Thai Grand Prix Striker l'avant-dernière édition et franchement bah, après déjà Malikia lui il vient des sports de pied-point mais on voit qu'il a vraiment imprégné son style en fait à ses élèves et dont Samba Sima donc franchement félicitations à lui et félicitations à Samba Sima et bienvenue à lui bah, dans le monde Ouais, professionnel. franchement. Ouais, exactement. Et puis hâte de voir ce que ça va donner, mais vraiment, pour le coup, j'ai trouvé il avait un niveau incroyable. Ensuite, on a eu Brandon Brachier contre Nika Kobakidze. Bah, combat archi serré. Le round le plus net, c'est le round numéro 2 que je donne à Brachier. Le numéro un c'est serré. Le numéro 3 c'est serré. Le numéro 3 est très, très serré. Le numéro un j'ai tendance à le scorer pour Nika.
Mais on peut aussi le scorer à Brandon, mais j'aurais quand même tendance à le donner à Nika. Et le numéro 3, moi, j'aurais tendance à mettre Draw. Donc, j'aurais mis match nul à l'issue de ce match. Mais c'est vrai que je trouve que le problème de Nika, c'est qu'il a eu beaucoup de cash control au troisième, mais très peu de frappes, rien. Alors que Brandon, il a fait une tentative de soumission. C'est lui qui a marqué le takedown et c'est lui qui met les frappes significatives. Donc, je comprends la décision arbitrale et je comprends la décision, split décision qui montre que c'était un combat très serré. En tout cas, les deux ont montré des belles choses et c'est ouf parce que Brandon, il a 20 ans quand même. Et il vient de battre un gars qui a 30 ans et ça veut rien dire, mais c'est juste qu'il a la maturité pour gérer un common event, il a la maturité pour aller battre un gars qui est franchement considéré comme solide dans le game. Et je pense que Brandon Baché aura un bel avenir dans le MMA. Maintenant, clairement, ce combat, il a montré des défaillances, notamment au niveau des relevés contre cage et tout. Donc, il va devoir travailler ça un peu plus sérieusement. Et voilà, mais j'ai hâte de le revoir dans la cage. Et j'ai le sentiment qu'il a quelque chose dans les points. C'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il peut vraiment descendre beaucoup de monde. Il a le punch, il a le truc. Donc, juste hâte de le revoir, mais beaucoup de travail à faire quand il est au sol contre la cage. Et bah, Mika, en fait, pour ce combat, j'ai vu en fait la réaction du coach de Nikita. Ouais, c'est Nikita, ça. ouais, Diego, tu sais, qui est coach de Non, l'État, c'est pas l'US Nikita, Metro. hein, je crois, c'est Nika. Nika. Nika Kobaidze. Ouais, excuse-moi, voilà. Kobakidze. Bah, le coach de Nika, Diego, son coach de lutte de l'US Metro, en fait, tu sais, il y a une vidéo. Après, elle porte un petit peu à confusion parce qu'on voit le coach de Brandon Braché lui appliquer en fait une crème sur les jambes. Donc, en fait, Diego, il a rappelé dans sa story Instagram les règles de la FMMAF. Code sportif, page 14, vaseline sur le corps interdite. En gros, je crois qu'il reproche bah, à l'équipe et à l'athlète d'avoir appliqué de la vaseline. Donc, a priori, il le dit en story hein, qu'il va y Ils vont avoir faire une réclamation. ouais, une réclamation auprès des officiels de la FMMAF. Donc, la vidéo, elle est sur Ouais. RMC. Je sais pas si je vais pouvoir l'inclure dans la vidéo, mais voilà. À vous de faire votre propre avis. Maintenant, Bon, voilà, c'était après, principalement. déjà, après, ils ont raison de tenter le coup, hein. Franchement, ils ont raison de Mhm. tenter le coup. Maintenant, est-ce que c'est de la vaseline? Parce que je vois pas pourquoi ils iraient masser devant les caméras avec de la vaseline. Ensuite, c'est, à mon avis, pas de la vaseline, puisque c'est Nabil qui masse. Et c'est quand même quelqu'un d'expérimenté, qui a Ouais. l'habitude de masser avant les massages. Et ensuite de ça, en général, de toute manière, quoi qu'il arrive, quand tu rentres dans le combat, on te touche le corps pour voir si comment dirais-je, tu as de la vaseline sur toi et tout. Et le médecin, enfin le médecin, pardon, le corps arbitral peut refuser que tu rentres dans la cage s'il soupçonne quelque chose. Et au pire, il t'essuie. Donc, sincèrement, je pense que c'est un peu. Bon, voilà, je trouve que c'est presque bas d'en arriver là, surtout à ce niveau-là. C'est pas des combats en jeu de ouf. Maintenant, je peux comprendre que voilà, en tant qu'entraîneur, bah, jusqu'au bout, on essaie d'aller chercher le no contest. Quoi qu'il arrive, les deux ont fait un beau combat. Comme j'ai dit, Nika aurait pu gagner ce combat, ça m'aurait pas choqué. Il y aurait eu Draw, ça m'aurait pas choqué. Maintenant, je trouve que c'est vrai que Brandon a été plus dangereux dans le combat tout au long et que c'est lui qui prend le round le plus nettement au deuxième et que le troisième, si tu prends les nouveaux critères de notation, bah c'est vrai que tu peux, pour moi, c'est Brandon qui est devant. Maintenant, c'était un combat serré, deux valeureux guerriers que j'ai hâte de revoir dans la cage. Après, je pense que faire une polémique pour ça, c'est pas faire, c'est pas sortir le MMA vers le haut, tu vois. Mais bon, ça m'appartient Écoute, pas. à voir. Tu voulais revenir sur le main event? Ouais, Mathieu Duclos qui affronte Thiago Hein, un Brésilien. Bah, comme tu le dis, c'est un Brésilien qu'on fait venir, qui sort de nulle part. Maintenant, ce que j'ai apprécié dans la performance de Duclos, c'est la maturité et la gestion des distances. Moi, vraiment, j'ai apprécié beaucoup quand les combattants, ils ont la science de la distance. Et ce que je pouvais reprocher à Mathieu, c'était bien souvent son excès d'engagement et le fait qu'il gère pas du tout ce qu'il fait, le manque d'intelligence, clairement. Alors que là, il nous a fait, même s'il était au-dessus, clairement, ça s'est vu, hein, qu'il était au-dessus de son adversaire techniquement et tout. Mais en tout cas, il a fait un combat parfait en termes d'intelligence. Il a bien géré, il a mis les frappes qu'il fallait. Et la réalité, ça, c'est des combats qui sont marqueurs dans une carrière. Et je pense que maintenant qu'il a fait ce combat-là,
il retombera plus dans ses travers. C'est vraiment un combat dans lequel je pense qu'il a mûri. Après, ça sera à lui d'en parler. C'est lui le mieux placé pour en parler. Mais il a montré qu'il avait progressé. Il a vraiment Mais montré que son jeu n'était plus tout à fait le même. Et il m'a impressionné par ça. Après, l'adversaire, je pense qu'il était largement en dessous du niveau de Mathieu. Comme tu l'as dit, je trouve dommage d'aller chercher des Brésiliens qui n'ont jamais combattu dans l'organisation et de les donner, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. il Maintenant, avait... ouais. pour Mathieu Duclos, il y a quand même un gros prospect dans la catégorie qui a signé à l'Hexagone. Il s'appelle Norbert Noveni. Norbert Noveni, en fait, c'est un 84 kilos qui a évolué au Bellator. Et le fait que le Bellator est fermé, bah, il s'est retrouvé agent libre. Et du coup, il a signé à l'Hexagone et il a combattu en Hongrie, parce qu'il est hongrois, ce gars-là, même Ok. s'il s'entraîne ailleurs. Et ce gars-là pour le coup, il a 8-1 en carrière, que des combats au Bellator. Donc, c'est 8-1 au Bellator. Enfin, c'est 7-1. Je crois que c'est 8-1 au Bellator et maintenant non, 6-1 au Bellator. Et c'est désormais une victoire à l'Hexagone. Donc potentiellement, ça pourrait être un. Et d'ailleurs, il avait battu Laïd Zerrouni sur un triangle. Il avait même battu Will Fleury. Donc c'est vraiment un gars solide, hein. Mhm. Et donc potentiellement, ça pourrait être un combat pour la ceinture. Le prochain combat pour la ceinture, ça pourrait être Norbert Noveni contre Mathieu Leto, qui serait selon moi le plus gros test en carrière de Leto. Et qui pourrait lui ouvrir une nouvelle fois les portes du Dana White Contender ou de l'UFC. Donc, à voir ce que l'organisation va choisir, mais potentiellement à 84 kilos, il y a vraiment un gros choc qui se prépare. Et juste pour revenir sur sa performance à Mathieu Leto, tu dis que tu avais vu des progressions, mais même lorsque il avait affronté le japonais Daichi Mikami, je trouvais qu'il avait bon, il avait gagné la décision, mais il avait performé dans un domaine où on l'attendait pas du tout, c'est-à-dire la lutte et le sol. Donc il avait pas mal emmené le japonais au sol, le contrôler, même s'il avait mis il avait mis plusieurs knockdowns, hein, même j'avais été même surpris que l'arbitre ne stoppe pas plutôt le combat. En tout cas, voilà, il avait vraiment été dans un domaine où moi personnellement, en tout cas, je l'attendais pas du tout. C'est-à-dire les contrôles en lutte, les emmener au sol, etc., le ground and pound. Donc ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus intelligent sur ses dernières sorties. Et comme t'as dit, c'est possible, hein, et je crois que j'ai cru voir des dires de Daniel Warren qui disait que peut-être que ouais, il y aura à nouveau les Dana White Contender Series parce que en fait, les Dana White Contender Series, même lorsqu'on perd au Dana White Contender Series, la porte elle est pas définitivement fermée. T'en as Ouais, alors, il qui y a les même. font il- plusieurs fois. Et puis, tu as même des mecs qui perdent et qui signent à l'UFC quand même, hein. Exactement, ouais. Comme ils sont déjà sur le Donc, territoire, ils ont le visa, etc. Donc exactement. voilà, Mika, on va passer bah, au main event. Attends, laisse-moi faire un petit clin d'œil à un Français qui s'est illustré. Ouais, Malheureusement, il est passé un peu inaperçu. C'est Mathias Poiron. En plus, qui a un beau palmarès, Mathias Poiron. Il est un peu passé sous les ouais. radars parce que c'est vrai, il a fait une contre-performance au Jingle Fight lorsqu'il a fait la ceinture contre un Kewini Lopez. Derrière, il est parti au Bellator Champion Series. Il a aussi perdu. Et là, il est revenu en signant une magnifique victoire sur Michael Blair, un Anglais. Sur quel événement? euh, Au Cage Warrior Ok. du 19 avril, c'était le Cage Warrior numéro 187. Et il était comme un event, donc c'est dire à quel point le gars qu'il affrontait était considéré comme un grand. C'était un Cage Warrior qui était en Écosse, donc il affrontait un Écossais. Et franchement, c'est dur d'aller gagner au Cage Warrior. Et félicitations à lui, parce pour moi, vraiment, il a fait un beau combat. Donc c'est bien qu'on mette un peu de lumière sur lui et félicitations. Effectivement, Mika. Une Ouais. dernière chose, je reviens sur le Catch Warrior de ce week-end. Il n'y a pas eu de Français. Maintenant, je vous invite pour les amoureux du MMA à aller voir deux combats. C'est le combat de Adam Darby contre Thomas Langowski. C'est un combat qui est dominé entièrement par Adam Darby, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être redoutable d'affronter un gars qui vient de la boxe thaï. C'est un gars qui a fait parler sa boxe thaï tout au long des 3 rounds et franchement impressionnant. Je vous invite aussi à voir un combattant, il m'a impressionné, c'est un Irlandais, il s'appelle Salomon Simon, il a 6-0, il a mis un KO de l'espace. Ce combattant-là, je peux vous assurer qu'il va faire une belle carrière. Donc voilà, ceux qui veulent monter dans le train, allez-y, c'est maintenant. Et enfin, le dernier combat pour lequel je mets vraiment la lumière dessus, c'est le combat qu'il y a eu pour la ceinture des 77 kilos, Justin Berlenson contre James Sheehan.
Il y a tout dans ce combat. C'est vraiment le combat qu'on peut appeler le combat référence avant le très haut niveau. Souvent, on dit bah, qu'est-ce qui fait qu'on est sûr qu'on est prêt pour aller à l'UFC ou autre. Bah voilà, je vous invite à regarder. Ça, ce sont des combattants qui sont prêts pour aller à l'UFC. Ce sont des combattants qui savent tout faire. C'est un combat dans lequel il y a des rebondissements. C'est dans le combat dans lequel ça punch, ça frappe, ça va au sol. Et voilà le niveau nécessaire pour pouvoir aller signer dans les grosses organisations. En tout cas, félicitations à Justin Burlinson qui gagne ce combat et qui revient de l'enfer. Et en plus de ça, qui a eu des problèmes de santé importants, il revient d'un cancer des testicules. Donc, juste bravo pour le parcours. Et voilà, même si c'est pas un Français, je vous invite à monter dans le train. C'était incroyable. Namika, pour rester sur Cage Warriors et faire la passerelle UFC, quand tu parles de combat référence avant le plus gros, le plus haut niveau, mais moi je pense à Yann Gary pour faire le parallèle lorsqu'il affrontait Jack Grant. C'est à ce moment-là que je l'ai découvert, c'était pour la ceinture du Cage Warriors en 2021. Et vraiment, j'avais été impressionné par son style, par ses scrambles, par son niveau au sol. Et bah hier, il était en main event contre Carlos Patres. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des membres du Fighting Nair. On voit voilà que c'était la team qui a le vent en poupe en ce moment. Leurs quatre athlètes, bah ils étaient invaincus jusqu'à présent. Jusqu'à ce que bah Yann Gary il inflige la première défaite à l'un des membres du Fighting Nair. Et donc vraiment j'ai été impressionné par la performance et surtout le fait IQ de Yann Gary. C'est un athlète que je suis depuis un petit moment et franchement quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit bon, je fais plus une nuit blanche mais voilà, ça valait un petit peu le coup quand même. Et j'ai pas été déçu en tout cas de la performance de Yann Gary, plutôt été on va dire un peu déçu de la performance de Carlos Prates. Mais en tout cas voilà, ça va pas enlever, on peut pas dévaloriser la performance de Yann Gary parce qu'il a pas été au rendez-vous Carlos, mais sa gestion du combat et des émotions. Et en fait je trouve qu'il a endormi en fait Carlos dans le sens où le combat il se déroulait et j'ai l'impression que Carlos il se croyait en sparring. Ça a fait que même dans les émotions, lorsque Yann Gary faisait une belle action et qu'il le checkait, ben, il répondait amicalement en fait Carlos Prates. Alors que ben, pour l'instant là, t'avais un gars qui scorait les frappes significatives, qui scorait le premier round, le deuxième round, le troisième round, et il a vraiment mis de l'intox dans son jeu. Ça veut dire qu'il se jetait sur la single leg un peu volontairement, sans vraiment masquer. Carlos Prates, bah, il défendait, mais forcément le fait qu'il défendait, ça lui mettait l'indication que attention à la lutte, parce qu'on sait que bah, lui il vient du Muay Thai. Yann Gary, il a un très très bon striking, mais on voit que il évolue et qu'il a un très bon sol. Il y a Demian Maia dans son coin, on sait qu'il va la chuter box de le club de Charles Oliveira. Donc je pense que voilà, il a eu du mal à rentrer dans son combat. Il a fini le combat fort par contre, il a eu des moments forts à 1 minute ou 2 minutes de la fin. Mais 2 secondes, David, 2 secondes. vas-y. Donc voilà, je disais en tout cas des beaux enchaînements en boxe anglaise. Il y avait souvent une combinaison qui passait bien à mi-distance, les crochets, les uppercuts. Donc franchement une belle performance et c'est que prometteur pour la suite. Et tu sais même son combat contre Michael Page, c'est là où j'avais vu la manière dont il gérait intelligemment ses combats. C'est que en fait même lorsqu'il est en danger ou qu'il a du retard sur un round, il sait gagner ses rounds. Il sait aller scorer les rounds en allant faire du cash control, marquer les amener au sol, mettre du DK sur les phases de Grand Pound. On est même son combat contre Shafkat, hein, il y a eu vraiment de très belles choses et il a montré qu'il était à la hauteur parce que en tout cas sur ce combat-là, j'avais l'impression qu'on était sur un ouais Shafkat il va être meilleur, il va gagner, mais il a montré qu'il était là, qu'il avait plus que le potentiel et en tout cas qu'il a sa place en tout cas dans ce top 10 quoi. Ouais, bah, écoute, je suis d'accord avec toi. Je rajoute même quand même, moi, ce qui m'a impressionné, c'est aussi la facilité avec laquelle il l'amène au sol. Il a un peu galère à conserver au sol et à vraiment, vraiment, on va dire, capitaliser sur ça, mais quand même, c'était incroyable. Les 3 premiers rounds, la réalité, c'est que c'était un no match. Ça veut dire il a terminé Prates. Prates s'est réveillé un peu tard, surtout dans le 5e round. Après, je comprends pas du tout ce qu'appelle au draw. Il y en a beaucoup, ils disent peut-être draw parce qu'il score le 5e round 18. Ok, mais déjà, moi, je le score jamais de la vie 18. Et même le 4e round, pour moi, je le donne à Yann Gary en termes de frappe significative et tout. Donc, pour moi, Yann Gary, c'est juste très solide. Comme tu l'as dit, quand tu regardes un peu le parcours qu'il a eu, en plus, il n'est pas simple à 77 kilos. Franchement, on lui a pas mis que des cadeaux. Ouais. Et je pense que c'est un gars qui dans la catégorie, il est monté un peu vite. Et donc, c'est bien qu'il prenne un peu en dessous de lui pour montrer qu'il est vraiment ultra dominant.
Mais à mon avis, on va le revoir. Il va créer des soucis dans cette catégorie parce que quand tu regardes un peu les gens qu'il a essuyés, il a pris des gros noms quand même. Bah, j'ai vu une info comme quoi il serait backup du combat entre Belal Mohamed et Jacques Maddalena. Donc, comme quoi il se rapproche. Ouais, il Ouais, a. c'est Ouais. dangereusement même. Après, il y a un UFC sur lequel j'aimerais revenir, Ebi, puisque à moins que tu aies d'autres combats là sur celui-ci, moi, il n'y a rien qui m'a Non, donné envie j'allais vraiment. passer aux événements qui ont été annoncés. Ok, moi, je veux juste revenir sur celui de l'UFC 314, parce qu'on ne l'a pas fait à cause de moi. Ah oui. Volkanovski vs Lopez, avec la performance notamment de Jean Silva sur Bryce Mitchell. Bah, juste incroyable. T'en parlais justement de leur team qui était Ouais. invaincu à l'UFC. Jean Silva qui a littéralement cassé la gueule à Bryce Mitchell, qui m'a impressionné. Non, Ouais, mais en plus, qu'il l'a pris au sol dans son domaine, quoi. C'est juste incroyable. mais il a clairement pas respecté, hein, ni dans la boxe, ni dans la lutte. Et je crois qu'il y a quasiment pas eu de coup significatif du côté de Bryce Mitchell, mis à part les low kicks qui sont passés à plusieurs reprises. Mais ouais, je te laisse poursuivre. Ouais. Mais ouais. Ensuite, il y a eu cette finalisation de Nora Cornell au deuxième round, alors qu'elle fait un premier round dans lequel, pour moi, elle perd le premier round. Elle est dominée, elle est sur le point de se faire soumettre, entre guillemets, hein, sur le point, mais elle est en sacrée position dans laquelle elle est dominée. Et au final, c'est Nora là qui vient soumettre son adversaire. Et Nora, on l'attend debout, on l'attend pas en soumission. Et donc, félicitations à Nora, en tout cas, qui signe une belle performance. Toujours, on le sait, malheureusement pour elle, c'est difficile, ce sont les pertes de poids. Faudra qu'elle fasse attention, Bah, qu'elle fasse attention à ça pour la suite. je l'ai Mais reçu avec Amina Hub, du coup. Et en fait, elle ouais, parlait ouais, de ça et qu'elle avait des problèmes de santé. Donc, je vous invite à aller ouais. voir. Donc, après, je lui avais aussi demandé si elle envisageait une montée dans la catégorie dessus. Mais bon, c'est compliqué parce qu'elle combat déjà à 61 et on sait que la catégorie featherweight à l'UFC, bah, elle est quasiment inexistante. Donc, voilà. Non, non, mais c'est sûr. Après, justement, faut elle a quand même beaucoup de problèmes de poids à l'UFC, bien que elle arrive à l'expliquer médicalement, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'elle arrive à trouver la solution parce que, Forcément, ouais. en plus, c'est des combats qui, quand elle les gagne, si elle les fait pas dans la catégorie de poids, normalement, elle évolue pas dans le classement. T'évolues pas dans le Donc, classement et t'es privé de bonus s'il y a une belle performance, ouais. pour le coup, sa soumission, elle est belle. Il y a un beau retournement de situation. Donc voilà, c'est juste ça. Ensuite, Paddy Pimblett qui fait une masterclass à Chandler. Incroyable. Paddy Pimblett qui m'impressionne. On a un Paddy Pimblett qui a su se renouveler entre chaque combat. Moi, franchement, quand je vois le Paddy Pimblett du deuxième combat à l'UFC et le Paddy Pimblett de maintenant, je suis étonné. Alors attention, après, il y a un matchmaking incroyable, hein. Euh, pour lui, tu vois, c'est 7-0 à l'UFC, c'est 5 bonus. Sur le combat qu'il fait contre, je crois, c'est Gordon, pour moi, il le perdait. J'étais pas du tout impressionné par lui. Ouais, Et là, depuis ces trois sorties, que ce soit Ferguson, Green ou Chandler, il me fait mentir et il me fait dire que c'est vraiment un tueur à gages. Et donc, à voir face à un gars qui est pas forcément sur le déclin, parce que comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant, il a affronté, franchement, il a eu un matchmaking de ouf, dans le sens où il affronte que des top noms, mais des top noms qui sont quand même bien sur le déclin. Mais, euh, mais en tout cas, la performance était juste incroyable. Il maîtrise tous les domaines du MMA. Il a montré qu'il avait une condition physique de ouf. Il était athlétique. Il n'a pas eu peur de mettre de l'énergie dans les mouvements qu'il faisait. Donc, ouais, juste attendons de voir la suite. Mais Pimblet, incroyable. ouais, incroyable. Après moi, ouais, vraiment déçu du. Mais bon, ça, je le dis souvent, hein, c'est Michael Chandler. Il est présent 2 minutes, 3 minutes du combat et comme je dis, il avait la clé en fait de ce combat, c'était mais forcément d'aller lutter. Même si on sait qu'il est très dangereux, Pimblet, même sur le dos, mais il a les armes, Chandler, il a l'expérience, il a. En fait, quand tu compares la carrière et tu regardes l'adversité des deux, en fait, Chandler, il est devant surtout. Mais Ah ouais, voilà, mais après, il est plus. À l'UFC, c'est deux. Ouais, Chandler à l'UFC, c'est 2 victoires, 5 défaites, hein. exactement, on est d'accord. Mais en fait, je sais pas. Il a ses moments forts dans le combat. Je pense au combat contre Gaethje, je pense au combat contre Oliveira. Mais on dirait une fois qu'il a fait ses belles images, ses belles actions pour le highlight, ça, il y a une chute de régime et il y a le mental qui saute au-dessus de la cage. Donc un peu déçu, je pensais qu'au moins qu'il allait avoir un peu plus
Ouais, d'adversité, mais bon, en tout cas, voilà, ça n'enlève rien à la victoire de Paddy Pimblett. Comme tu as dit, c'est 7-0 l'UFC. Là, il a fait un bond il est presque aux portes du top 5. Donc, Ouais, forcément, en plus, ouais. ça renouvelle aussi la catégorie. Donc, c'est que c'est un personnage, voilà, c'est Ouais, toujours bien. clairement, c'est hâte de le voir. Pourquoi pas contre un Fares un jour ou contre Mais tu sais, un ce qui est Benoît fou, et Saint-Denis. C'est... j'en parlais justement, tu sais, il y a peut-être un an et demi ou deux. Qu'on voyait les performances de Paddy Pimblett et qu'on voyait les performances de Benoît, en gros, c'était incomparable. Clairement, le grand public disait que ben, Benoît allait lui marcher dessus. Mais maintenant, si tu poses la question aujourd'hui en 2025, les avis, je pense qu'ils seront pas du tout pareils. Comme quoi, en fait, c'est un beaucoup un sport qui est basé sur l'instant, mais ça va très Ouais, très vite. et d'ailleurs, dans le nouveau ranking qui a été établi, Alvarez est monté un 15e, Benoît Saint-Denis 13e, et on a Pimblet 8e. Donc même l'adversaire de Saint-Denis est monté dans la KT en 15e position. Ouais. Donc, Mais déjà, Saint-Denis a un gros morceau, hein, le 10 mai. Alvarez, c'est solide aussi, ouais, donc force à lui. Et ensuite, il y a eu ce main event, Volkanovski, Diego Lopez. Bah voilà, Volkanovski qui m'a régalé, qui a montré beaucoup de résilience dans le combat, qui a montré qu'on pouvait revenir malgré deux défaites assez lourdes, voire trois ouais. défaites assez lourdes. Et ça, c'est ouf parce que ça prouve à quel point c'est vraiment un champion parce que l'autre, il frappe fort. Mais quand même, on voyait la différence entre les deux en termes d'intelligence de combat, d'expérience. Je pense que Lopez, il a vraiment manqué d'expérience sur le combat. Mais Volkanovski, ça montre à quel point c'est vraiment un combattant dur. Et en fait, ça aussi, j'ai apprécié, moi, c'est Topuria. Topuria qui a lâché la ceinture en disant, bah, quoi qu'il arrive, il ne reviendrait plus la défendre. Et tu sais, il n'a pas fait semblant qu'il allait s'accrocher à la ceinture pour dire qu'il Ouais. était champion toute sa vie et tout. Et en gros, il a laissé vivre la ceinture. Et je trouve qu'au final, c'est super classe de sa part, Topuria. Je sais pas ce que tu en penses, Bah écoute, mais j'ai trouvé ça super. c'est classe de sa part parce que déjà bah, ça fait avancer la catégorie donc on a pu avoir le titre en jeu entre Volkanovski et Diego Lopez mais maintenant en fait malheureusement ça lui enlève j'ai l'impression son passe droit pour aller affronter directement Islam pour la ceinture des lightweight parce qu'en fait s'il avait gardé la ceinture et même si dans son fort intérieur, il a clairement dit qu'il a du mal à faire le poids, donc bah, la catégorie des featherweight, c'est fini pour lui. Mais en fait, ça aurait été plus vendeur d'avoir un champ vs champ, tu vois. Donc ça fait que maintenant, Ouais. là, il arrive dans une nouvelle catégorie. Bah, après, bon, les avis, ils divergent. Il y en a qui ont peut-être donné raison à Islam lorsqu'il dit qu'il n'est pas légitime pour l'affronter. Mais on l'a souvent vu ça, un champion qui monte ou qui descend de catégorie, donc pour aller affronter le champion du dessus ou de la catégorie du dessous, ça c'est vendeur, ça fait bah, comme quand Volkanovski il a affronté Islam Makhachev. Donc ouais, c'est classe de sa part. Maintenant, j'aurais préféré en tout cas qu'il monte de catégorie en gardant bah, le titre des featherweight et aurait peut-être pu avoir une ceinture intérimaire entre Diego Lopez et Mais je pense que Volkanovski. comme il descend, moi je te dis c'est classe de sa part dans le sens où il sait qu'il descendra plus. C'est ça que j'ai trouvé classe, entre Mhm. guillemets. Franchement, je trouve que les sportifs s'accrochent Ah, beaucoup à leur titre, même quand ils savent qu'ils peuvent plus défendre les défendre ou autres. Donc franchement, c'est tout à son honneur en tout cas. Et Volkanovski qui prend trois rounds nets hein, sur ce combat, le premier, le troisième et le cinquième. Et le 2 et le 4 sont disputés. Voilà, j'ai tendance à donner je crois que c'est je sais plus c'est lequel, c'est le 2 je crois que je le donne à Lopez et le 4 est vraiment disputé, donc tu le donnes à l'un ou l'autre, en tout cas, ça ouais, me perturbe pas. ça fait plaisir de voir Volkanovski, tu sais, c'est un peu le champion du peuple. On sait qu'il y a même sa team, hein, avec Adesanya, bah, ils ont quand même vécu une période assez dure. Et même bah, le Français qui représente leur team, j'oublie son nom, Ouais, je sais, Kevin Kevin, Doucet, je sais. ouais, qui est sur deux revers consécutifs. Donc forcément, ça va un petit peu, Non, je pense, rebooster la team. Et même pour Adesanya, bon, même s'ils sont plus, c'est plus du tout la ceinture. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours du bien de récupérer une ceinture après l'avoir perdue, surtout celle de l'UFC, quoi. ouais, et puis Diego Lopez, c'est pas n'importe qui. Vraiment, il frappe fort. Il m'a impressionné, hein, Diego Lopez, hein, parce qu'il était là jusqu'à la fin. Et il savait relancer les efforts aussi. Mais l'expérience, tu vois, l'expérience, Les même grands dans les rounds. rendez-vous, ouais. En fait, Volkanovski, c'est là où il a été intelligent. Il a pris le premier round. Ensuite, il a pas laissé filer le deuxième, mais voilà, c'était serré. Il a rematché le troisième. Et ensuite, il a refini le cinquième. Et ça, c'est vraiment de l'expérience. Il Ouais, l'a c'est ça. vraiment eu à l'expérience. Et il a été très fort. Donc, félicitations à lui. Ça fait plaisir.
Mika, pour finir le podcast, on va revenir sur les annonces qui ont été faites. Et moi, c'est un combat vraiment que j'attendais peut-être depuis 5 ans, 6 ans. C'est un combat que je demandais. C'était en fait la trilogie entre Poirier et Holloway qui a été officialisée pour le 19 juillet. Maintenant, après, sur la carte, c'est l'UFC 318, mais c'est le seul combat qui a été annoncé. Et en plus, c'est le dernier combat de Justin Poirier. Après, voilà, entre la réalité et ce qui est annoncé, des fois, c'est un peu différent. Mais bon, il a clairement dit qu'il ne voulait pas que ce soit le MMA qui le force à arrêter, mais plutôt lui qui prenne la décision d'arrêter. Et c'est deux combattants qui ont du cœur. Clairement, moi, je pense que c'est déjà, en niveau technique, c'est les meilleurs strikers pour moi. Enfin, en tout cas, si on doit faire un top 3, top 5, ils sont dans le top 3 selon moi, des meilleurs strikers à l'UFC, des combattants qui ont le plus gros cœur, des combattants qui engagent, qui font jamais des combats ennuyeux, que ce soit au niveau de l'engagement sur les guerres et même techniquement. Et vraiment, c'est un combat qui me tenait à cœur et je suis très content de le voir, même si pour moi, bah, vu que ça se fait en lightweight, je l'ai toujours dit, Max Holloway, c'est pas un lightweight, même si, en plus, toi qui l'avais croisé, je crois, un jour, lorsque tu cutais, à l'époque, tu me disais qu'il était grand, qu'il était assez massif, Énorme. tu vois, mais manque de puissance, il a le volume, mais voilà, clairement, Poirier, il a une belle boxe, il met du volume, mais il tape plus fort. Et en fait, sur le combat revanche, on avait clairement vu que bah, c'était pas suffisant ce qu'il avait Max Holloway dans les mains. Donc j'ai peur de voir un remake de la revanche, mais en tout cas, voilà, c'est un combat que j'attends avec impatience. Bah, pareil, hein, c'est un combat, moi, Max Holloway et Poirier, c'est deux combattants que j'affectionne très particulièrement. Pour moi, c'est des légendes, c'est des modèles, c'est vraiment ce que j'aime dans le MMA, la résilience. Ce sont pas des combattants qui se sont fait connaître pour autre chose que les combats qu'ils ont menés dans la cage. Et j'ai un gros respect pour les deux. Voilà, peut-être une petite préférence pour Dustin parce que j'ai toujours le sentiment que c'est un peu le roi qui n'a pas été couronné, mais ça reste un grand Ouais. champion et Holloway est un grand champion aussi. Donc, non, franchement, rien à dire. J'ai juste hâte de voir ce combat. Et en plus, c'est pour la ceinture BMF, hein. Donc, Et bah, écoute, potentiellement, on pourrait avoir un Volkanovski Holloway 4 hein, avec le fait que Topuria, parce que Holloway était sur un bon run avant d'affronter Topuria. Hein. ouais, écoute, à voir, parce qu'on sait que bah, sur la trilogie, bah, c'est 3 victoires pour Volkanovski, même si le premier combat, le deuxième, en tout cas, selon moi, Ouais, ça. premier et deuxième, c'était disputé quand même. Mais le Donc, troisième, pas photo. ouais, à voir. Et il y a eu aussi Mika Kamaru Usman contre Joachim Buckley. Donc là, c'est clairement en fait l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Et Joachim Buckley, bah même c'est une victoire qui vieillit bien pour Nassourdine, parce qu'il y a eu un changement de catégorie. Il est sur, je veux dire, il est sur, ouais, Et je crois trois, qu'il est sur 5 ou 6 victoires six consécutives. Hein. victoires consécutives. Et tu sais, c'était un petit peu le fanfaron au début qui était grande gueule, mais qui faisait un petit peu une victoire sur deux, parfois une défaite, il revenait, mais il a toujours gardé son trash talk. Là, clairement, son combat contre Colby Covington, c'était une masterclass. Il a annihilé la lutte, il a boxé, il a à son tour emmené au sol, il a contré et tout. Et après, à la fin, il a call out. Bon, il a appelé 3 noms. Je crois que c'était Belal, Kamaru Usman et j'ai oublié le troisième nom. Donc voilà, ça a été officiel. C'est officiel pour le 14 juin. Et franchement, ça me fait mal au cœur parce que j'ai pas envie de voir en fait l'ascension d'un jeune loup qui est prétendant au titre et qui apporte de la fraîcheur dans la catégorie. Mais j'ai pas aussi envie de voir en fait le déclin de Kamaru Usman parce que clairement, une défaite là contre Joachim Buckley, alors qu'il est sur 3 revers, qu'il était ancien champion, pour moi, ça annonce clairement une fin de carrière, tu vois. Ouais, tu sais quoi, pour être honnête, j'aurais pensé que l'UFC partait sur un Edwards Ousmane 3 au vu de ce qui se passait pour Edwards. Et c'est vrai que je pensais qu'on allait préserver plutôt un Buckley pour le faire monter, pourquoi pas contre un Yann Gary ou des choses comme ça, tu vois, pour continuer à faire monter l'un des deux, en fait. Bah, Et là, tu sais, Mika, effectivement, excuse-moi, juste une petite parenthèse, quand ouais, j'ai vu l'annonce de Carlos Prates contre Yann Gary, j'étais un petit peu étonné parce que bah, l'UFC, on sait qu'en ce moment, il y a eu la fin d'un cycle, donc il faut renouveler, faire des nouvelles stars. Et en fait, c'était soit bah l'ascension de Carlos Prates, elle est entre guillemets stoppée, donc ça met un petit peu un coup aussi à son invincibilité, ou soit bah ça va du côté de Yann Gary. Et en fait, je pensais pas que c'était le combat à faire maintenant, tu vois. Et là, c'est un peu, ah non, mais je suis assez d'accord. Tu vois, moi, j'aurais plutôt mis Prates contre Burns et en fait, tu vois, de continuer. Mais c'est vrai que là, Ousmane, comme tu le dis, pour moi, pour l'UFC, je comprends totalement ce combat. Tu vois, tu mets l'ancien, soit il gagne et pourquoi pas, on le relance.
Et si le jeune gagne, ben, on le propulse top 5 et peut-être un futur prétendant, tu vois. Buckley, l'air de rien, il est hyper impressionnant. Les 77 qu'il a pris, c'est quand même pas des tendres, que ce soit Thompson, Lucky, Morono ou Covington, c'est solide. À chaque fois, il gagne quasiment en finissant. Il a gagné tous les combats là que j'ai cités en les finissant. Buckley, ouais, il semble avoir trouvé, comment dire, son rythme, Ouais. sa catégorie. Et, euh, et on va voir contre Ousmane, mais attention, hein, ça peut vraiment être dur pour Ousmane, hein. S'il gère pas la folie de Buckley, ça peut être compliqué. Maintenant, Ousmane, c'est un vieux loup, mais à voir comment il sera dans sa tête, entre guillemets. Exactement, Mika. Et je crois qu'il y a eu une autre annonce entre-temps. Tu parlais de John Jones à ce final. Après, bon, ça, il y a pas de, il y a pas eu d'officialisation de date, mais il y a eu aussi la confirmation de Ramzat Chimaev pour la ceinture des middleweight contre Dricus du Plessis. Et c'est vrai qu'il y avait une Bah, rumeur on en le fait ces sentait. derniers temps qui disait que du Plessis il était blessé. Il est venu démentir, donc peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu une vraie info, mais qu'il essaie en fait de transformer ça en intox. Donc en tout cas voilà. Quoi qu'il en soit, ce combat il devrait se faire dans les prochains mois. En tout cas, si ce combat il se fait vraiment, enfin, je pense qu'il va se faire, c'est la logique s'il n'y a pas de blessés des deux côtés. J'espère avoir un Nassourdine en backup. Et même si il n'y a pas de blessés des deux côtés, je pense qu'un backup ça peut clairement, en tout cas, annoncer du bon pour la suite. Et je pense à Manon Fiorot qui était backup pour le combat de Shevchenko contre Grasso pour la trilogie et qui a eu qui va avoir son title fight bah, le 10 mai contre Shevchenko. Donc voilà, c'est ce que j'appréhendais pour être honnête lorsque Ramzat Chimaev il a fait sa victoire contre Whittaker. Et même lorsque Nassourdine il a gagné contre Israël Adesanya, je crois que c'était une semaine avant, un truc comme ça, ce combat. Voilà, c'était mon appréhension en fait qu'il vienne couper la route Khamzat Chimaev bah, parce qu'on sait que en termes de business, bah ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance que Nassourdine. En tout cas, ça n'empêche rien que Nassourdine il est toujours numéro un. Il y a eu Caio Borralho qui le call out, qui est un petit peu sur ses comptes en ce moment, mais bon, qui balance un peu d'un j'ai l'impression. Je sais pas si t'as pu voir la vidéo où il annonce à Daniel Cormier qu'il allait affronter Nassourdine le 28 juin. Alors là, non, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que Nassour, il est backup, comme nous l'avait dit son manager depuis le départ. Son manager l'a dit, soit il combat pour la ceinture, soit il sera backup. Bah après, Donc, il y a rien de confirmé pour le moment, mais en tout il y a cas, ça rien me de paraît signé, logique. mais je pense ça paraît logique. Je pense que c'est dans l'idée, c'est comme ça en tout cas. J'ai pas plus d'informations que ça pour être honnête. Il y a aussi de plus en plus de bruits de couloir qui disent qu'il y aura Makhachev contre Topuria quand même. Bah Ça, j'ai le sentiment. moi Il y a, j'ai vu Makhachev contre Topuria contre Oliveira. Ok, pourquoi pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est les combats. En tout cas, l'UFC nous fait vivre. C'est là pour le coup les annonces qu'on fait de l'UFC, ça nous fait rêver. Et il y a que l'UFC qui est capable de faire ça. Encore une fois, il y a que l'UFC qui est capable de nous vendre des combats comme ça, Ouais. tu vois. Si tu regardes l'UFC là au mois de mai, bah c'est Cory Sandhagen contre Figueiredo en main event la semaine prochaine. C'est franchement l'UFC, c'est je sais pas comment dire, on peut dire ce qu'on veut, tu vois, mais ils ont un truc qui font qu'ils ont la recette. Ah, Ils mais arrivent à créer, tu vois, ensuite, t'as bah, le main event de Belal Mohamed avec Jacques Maddalena, puis t'as Manon Fiorot, Shevchenko, Benoît Saint-Denis Alvarez. Ensuite, même dans les Fight Night, t'as toujours des combats dans lesquels t'as envie d'y aller et de regarder. mais Dashvili, ouais. Wallet le 6 juillet, enfin le 14 juin, pardon, tu vas avoir Buckley contre Ousmane. Enfin, en fait, ils nous vendent. T'as aussi Jamal Hill contre Rountree le 21 juin. Je trouve que ce combat, il passe un peu inaperçu, mais ça va être une dinguerie. Euh, Et à côté, t'as soi-disant la deuxième meilleure organisation qui fait combattre Patrice Evra sur le non, PFL mais ça, Paris. je te jure, attention, hein, moi j'aime bien ce qu'il propose. Je te trouve un peu dur parce que Patrice Evra, la différence de. C'est pas un influenceur, Patrice Evra. C'est un footballeur, c'est Et un international, enfin un ancien. c'est un sportif de haut niveau. C'est quelqu'un qui doit avoir une hygiène de vie de ouf. Et donc, je pense que sur le côté athlétique, sportif, et c'est quelqu'un qui a les moyens. Quand tu es footballeur, tu as les moyens. Il a une notoriété. Donc, je pense que s'il a accepté de combattre, En c'est qu'il fait, s'entraîne. moi, Tu vois ce que je veux dire? c'est le fond qui me dérange et qui, en fait,
on le dit clairement que le PFL, il y a un gros manque de communication. Il y a aussi, on va dire, un manque de bon traitement sur les athlètes, que ce soit les Français. En tout cas, je parlais pour les Français. Même en termes de primes, sur le PFL Europe, c'est pas, voilà, c'est pas foufou. Donc, concentrez-vous sur les vrais athlètes, sur ceux qui représentent clairement les couleurs de l'organisation. Faites les combattre plus régulièrement et je pense qu'aux gars aux combattants comme Abdul, comme Ibrahim Mané aussi qui est signé sur le PFL Europe. Voilà, mettez plus de récurrence sur leur activité, mettez des meilleurs prix, mettez une meilleure couverture médiatique et ensuite vas-y, faites combattre qui vous voulez. Donc ah là, faut pas Ouais, griller mais l'ordre des priorités. sincèrement, je te trouve un peu dur parce que là, tu es sur un événement à Paris. La carte, elle est quand même assez belle. Tu as Taylor qui combat sur la carte. Tu as Abirora qui combat sur la carte. Tu as Mansour Barnaoui qui combat sur la carte. Les combats qu'on donne à Taylor et Mansour, c'est des combats mondiaux avec des élites mondiaux. Abirora qui prend un défi quand même parce que Di Franco, il est plus capé que lui. Donc, c'est aussi un défi. Ah non, J'ai pas toute la. non, non, mais clairement, je ne reproche Non, pas la mais carte du ce que PFL je veux dire, Paris. c'est que la qualité de la carte, déjà, elle est sympa. Sur la même carte, tu vas avoir Anas Azizoun qui est engagé sur le tournoi. Tu vois, tu as Adam Meskini de la old school que je trouve assez bon. Il me semble que Duragrin aussi sera sur la carte. Bon, je pense que, tu vois, on aura une belle carte. Et je trouve que le fait de venir agrémenter tout ça avec un événement Patrice Evra qui arrive sur la carte, et ben moi je pense que c'est bien pour tu vois, autant je suis contre les combats d'influenceurs et tout, Mais mais là je Mika, pense que quand même faut pas se tromper, on n'est pas sur un combat d'influenceurs. non, mais clairement, c'est pas un combat d'influenceurs, mais voilà, en termes d'attente, bah, mais en fait, je me dis, est-ce qu'il a, tu te rappelles à l'époque quand Ragnar il devait combattre à Arès et qu'ils ont été au HFC pour effectuer un combat professionnel parce que sur les territoires français, sous l'égide de la Oui, mais FMMAF, là il va combattre un amateur. c'est en amateur? Bah c'est sûr, il a pas de combat pro. Ok, ok, bah après, on Mais sait pas plus, mais non, mais la réalité c'est ce que je te dis, tu vois, c'est je pense que tu vois, je te trouve un peu dur parce que je pense que ça va ramener un vrai coup de projecteur, il y aura énormément de médias qui vont s'intéresser à ça, écoute, moi, énormément. comme je te dis, je sais pas que je suis contre. En fait, c'est vraiment s'il y avait un traitement correct des athlètes. Regarde, par exemple, Abdul. Bah, il est clairement pas annoncé sur la carte. Et moi, je Mais trouve, est-ce que c'est pas une volonté de sa part? je sais pas. Moi, tu vois, après, je vais pas te mentir, si tu parles à Patrick Aburora, parle-lui du PFL, tu vas voir s'il est pas bien traité. Mais Mika, j'ai Si... toujours dit, il y a une minorité. Je pense aux mecs Ben ouais, mais regarde, comme même Patrick. Taylor, s'il a signé là-bas, c'est qu'il est bien traité, gros. Non, attends, je te dis, il y a une minorité. Et quand je parle de minorité, c'est que, regarde, Patrick Abiora, il comptabilise moins de 5 combats. Donc, c'est quoi Ouais. qui fait que, on va dire, il est bien traité? C'est le côté, c'est clairement la visibilité, les followers qui pèsent en tout cas sur les Mais négociations. Ibra Mané, il était bien Non, traité, gros. attends, non Tu mais vois, au PFL. attends, Mika pareil, on sait le Mais potentiel qu'il Abdul, a. si tu lui demandes, attends, gros, Abdul, si tu lui demandes, il a pris des sommes qu'il prendra jamais Non dans mais sa vie Mika, à attention, l'UFC. oh mais regarde, tu sais, je vais pas prendre trop ton énergie, il est déjà minuit 30. Demain t'as un Non, match test, mais mais je 55. suis pas d'accord avec toi Non mais parce que regarde, en gros, Abdul il est même bien le choix traité. d'Abdul, Non, tu sais pourquoi je suis pas le d'accord avec choix toi? d'Abdul, Mika, il y a une différence entre prendre, par exemple, hein, je vais pas dire, je vais pas révéler c'est ça, mais vas-y, prendre 50 000 € par combat, je minimise, hein. Et ah bah là, combattre tu minimises beaucoup. non mais bien sûr mais c'est pour te montrer la forme et combattre 3 fois dans l'année et prendre la même somme et combattre une seule fois dans l'année. Et Abdullah son dernier combat il remonte à quand? Ben, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi peut-être de son fait. Et après, c'est un choix qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a préféré l'argent. Écoute, Et voilà. je vais aller me renseigner Non, et mais je hey, il prend, écoute-moi, il prend de quoi presque s'acheter une maison à chaque fois. Donc, faut pas, après, pas une maison à Paris, non mais et ce Mika, que je veux dire, j'ai pas dit le contraire. demande à Baki. Mais non, mais c'est pour ça que tu me dis ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que les combattants soient pas bien traités. Par contre, sur la communication Mais Mika, du PFL, j'englobe elle tout est ça, hein. désastreuse. J'englobe Ah tout non, ça, hein. ouais, moi, je parle vraiment de la communication. Si tu me parles de Ok, communication, je j'ai te dirais toujours, j'ai une question c'est à te poser. désastreux. Son premier combat c'est contre Brad Wheeler. Déjà le combat il a aucun intérêt pour Abdul. Le Oui. deuxième combat contre Jack Grant, ça va. Jack Grant, c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est du haut niveau, pareil. Ensuite, pour son troisième combat, on lui met Pépi.
Mais ça, Mais pour gros, moi, ça prouve clairement que l'organisation, elle a aucune ambition pour te ramener dans le PFL Monde ou pour te faire tes combats mais internationaux. d'accord. Mais lui, il a un contrat de 4 combats. On lui propose des blazes, il prend les blazes, il les affronte, il les gagne, il reste actif et en plus, il prend beaucoup d'argent. Bah, c'est un choix qu'il a fait, que tu veux que je te dise, Egby. Mais on peut pas Moi, dire je que te le dis, PFL ne prend pas soin de lui. bah, bien sûr que si, ils prennent personne Par limite, contre, arrête. est-ce que le PFL est un accélérateur de carrière? Non, pas pour tout le monde. Mais pose bien la question. Est-ce que le PFL, c'est En pour aller fait, chercher l'élite c'est mondiale, simple. c'est bien. Le PFL, si tu veux aller dans l'élite mondiale au PFL, eh ben, tu signes PFL Monde et tu fais les tournois En fait, mondiaux. Mika, Voilà. c'est simple. Regarde, Patrick Abirora, Taylor, qui d'autre? Regarde pour, ouais. Mais même Euh, Barnaoui, Barnaoui, là, ils l'ont mis face à un Américain invaincu, hein. C'est pas un cadeau hein, Non, qu'ils mais ont en fait à gros, Barnaoui. ce que je veux dire, c'est que, il y a aussi le fait, en fait, parce qu'il revient peut-être quasiment une fois ou deux fois par an, là. Ouais, c'est plus une fois par an. Donc, ils savent que, bah, faut remplir. C'est PFL France. Là, ouais, c'est à Paris. En fait, je confondais le PFL Paris et le KSW Lyon. Mais donc, c'est à Paris. Donc, ils savent que, voilà, il va falloir bah, ramener des Parisiens, des Français pour remplir la salle. Donc, c'est pour ça aussi il y a, on va Et dire, le KSW qui revient à Paris fin de l'année, hein. c'est officiel. Le KSW qui envisage de plus en plus d'organiser à raison de 3 fois dans l'année. Ça va être incroyable. Ah bah écoute, j'irais bien taper des lourds bien chargés là, moi là-bas, s'il y avait une fin d'année. Ça serait Bah, je vais peut-être en parler à Hatch. Je vais en parler à Hatch. Bon Mika, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ben on se voit pas avant ton Ouais. combat en tout cas en termes de hebdomadaire. À part si Je tu sais nous pas, peut-être garantis. dimanche prochain, on peut se faire, hein, si tu veux, on se fait Vas-y, un petit écoute. podcast. Vas-y. Et après mon combat, quoi qu'il arrive, je suis là, les gars. Vas-y. Personne va me tuer. Je vous le dis, je serai là. Et Mika, une dernière question. Il a dit qu'il va te Ouais. convoquer au centre de la cage. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Bah, ça tombe bien, je serai dans la cage. Donc, j'y serai avant lui, même, au centre de la cage. Vas-y, vas-y Mika, bonne soirée à toi, bonne fin de prépa et Vas-y. à très vite. Bisous, baby. Salut. Merci. Ciao, ciao.